te laisse la parole. C'est un filler. Merci, Michel. Bon, merci de m'avoir invité. Ah, on m'a approché du micro. Merci de m'avoir invité. La présentation, c'est sur la valorisation des données par Internet des objets. Alors, moi, j'ai commencé dans le domaine dans les années 80. Je sais que j'ai de l'air plus jeune que je suis, mais j'ai fini à l'université à la fin des années 80. Puis j'ai commencé au Centre de technologie Noranda. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait d'automatiser des véhicules miniers, de les rendre autonomes sous terre. On avait toutes sortes de difficultés. Puis, une des difficultés qu'on avait, c'était la puissance de traitement. Donc, on avait des ordinateurs industriels, là, VME, qui étaient des gros racks, qui étaient malheureusement moins puissants que mon iPhone qui est ici. Donc, on n'avait pas la capacité de traitement, puis on n'avait pas les algorithmes non plus pour être capable de réaliser ces projets-là. Donc, aujourd'hui, on voit les coûts diminuer de beaucoup. On voit également la capacité de traitement exploser, surtout avec l'application de l'arrivée du cloud computing. Puis, on voit la miniaturisation. Donc, vous êtes en électronique, vous voyez là, que ça, ce sont des ordinateurs, en anglais, des systèmes on a chip, là, donc des ordinateurs plus puissants qu'un rack complet de ces ordinateurs-là il y a presque 30 ans. Donc, on voit une quantité, comme Vincent le mentionnait, une quantité phénoménale d'objets arriver, puis une explosion des données, puis il y a une valeur donc, dans ces données-là, intrinsèques aux données, intrinsèques à leur utilisation, autant à l'intérieur des sociétés qu'à l'extérieur. Donc, il y a des gens qui vendent maintenant des données, puis qui vendent des données soit brutes ou transformées. Qu'est-ce que ça prend pour être capable de traiter puis de valoriser ces données-là? Bien, ça prend une application ou une solution cloud. Donc, vous avez le dispositif qui va émettre des données. Dans ce cas-là, ici, on montre, par exemple, un camion là, qui émet de la télémétrie. Il faut stocker ou traiter ces données-là. Aujourd'hui, étant donné, tantôt, je vais montrer la quantité phénoménale de données qui sont générées. Ça prend des capacités équivalentes pour traiter ces données-là. Il faut être capable d'analyser ces données-là. Donc, tantôt, M. Labonté du crime va parler peut-être de l'analytique. Ce sont les experts analytiques. Il faut être capable d'utiliser ça. Puis, on est chanceux à Montréal. On a une masse critique de chercheurs pour un écosystème en intelligence artificielle. Donc, on a la capacité ou la possibilité d'utiliser ça. Puis ensuite, ça prend des capacités pour les visualiser, faire quelque chose d'intelligent avec ces données-là. Alors, je vais juste introduire rapidement le cloud pour être capable de faire un contexte. Donc, une application cloud, c'est une application qui va être capable de traiter de façon massive ces données-là. Il faut les stocker. C'est un enjeu important dans l'Internet des objets. Il faut ensuite être capable de les analyser. Soit, il y a deux façons de les analyser, soit au fur et à mesure ou soit de façon passive. Là. Donc, le côté d'en haut, ça montre qu'on est capable de les analyser de façon pas transactionnelle, mais en direct. Puis en haut, il faut être capable de les stocker également pour les analyser à long terme. Donc, il y a de la valeur dans le traitement direct de l'information, puis il y a de la valeur dans l'emmagasinage puis l'utilisation future de ces données-là. Les sociétés se rendent compte qu'on ne peut pas connaître la valeur de ces données-là au fur et à mesure. On peut s'en rendre compte quelques années après à la force d'utiliser ou d'avoir des scénarios apparaître. Puis c'est important donc de conserver ces données-là le plus souvent possible. On a les gens de OSIsoft ici, par exemple, dans la salle, qui font une base de données industrielle qui permettent de traiter une quantité phénoménale là, de données. Par exemple, ils ont des clients dans le domaine de l'électricité là, qui traitent des millions de données à la seconde, qui sont capables de les stocker pendant des dizaines d'années sans problématique. Donc, pour être capable de les utiliser, ça prend des applications comme ça. Fait que du côté analytique, il y a eu beaucoup d'avancements dans les dernières années. En gros, là, je vais mentionner que le côté classique, c'est de faire de l'analyse des données
a posteriori. Donc, on va traiter les données, puis on va avoir un rapport qui va nous dire à la fin de la semaine, à la fin de la journée, qu'est-ce qui est arrivé. Maintenant, la tendance va vers le mode prédictif et prescriptif, c'est-à-dire qu'on veut que les systèmes réagissent puis nous donnent des insights rapidement, puis même peut-être des automatismes pour prendre des décisions. Donc, au fur et à mesure que ça arrive, ça nous permet de traiter. Fait que là, je vais montrer rapidement un exemple de prédictif. Ici, on a un algorithme là, de machine learning qui va être capable de traiter. Dans ce cas-là, dans cet exemple-là, on va détecter dans un système de climatisation une défaillance 30 jours à l'avance. Donc, le système va apprendre des données du passé. Puis, on voit à droite là, la ligne rouge et la ligne de prédiction. Donc, on voit qu'il y a une prédiction qui est arrivée. Fait que ça, c'est un cas réel. Puis, ce qu'on voit dans le marché, c'est la difficulté un peu de croire pas de croire, mais d'expliquer ce mode de fonctionnement-là. Puis, donc, ça devient de plus en plus réel. Il y a deux scénarios principaux en ce qui concerne la valorisation des données. Il va y avoir le scénario que Vincent a mentionné, c'est-à-dire que l'Internet, l'industrie 4.0, les usines connectées intelligentes, puis le marché des produits intelligents. Donc, on va connecter, on va mettre des capteurs, des senseurs, puis on va connecter les produits avec une application cloud, comme j'ai mentionné. Donc, les données sont valorisées soit dans le scénario des produits connectés, soit en étant capable de faire un meilleur design, un nouveau design à partir des cas d'utilisation réelle des usagers. Par exemple, si on met des capteurs sur des automobiles ou des skidoo, on va voir comment les gens les utilisent, puis ces données-là vont être utilisées dans la conception des produits par la suite. Ensuite, ça permet aux sociétés d'avoir une interaction avec les clients. Donc, typiquement, dans le passé, c'est quand vous aviez une interaction quand vous faisiez la vente du produit, puis la garantie ou le remplacement. Maintenant, avec l'Internet des objets, ces produits-là sont connectés de façon continuelle. Donc, le fabricant ou le fournisseur de services a une interaction quotidienne avec son client. On le voit, par exemple, avec Ajusto, la compagnie d'assurance Desjardins a une interaction quotidienne. À chaque fois que vous prenez votre voiture, mais vous avez une transaction qui se passe avec Ajusto, avec Desjardins. Donc, ils voient ce que vous faites avec votre voiture. Ça leur donne des nouvelles possibilités. Ensuite, ça peut développer des nouveaux modèles d'affaires. On a un client dans le domaine de la climatisation, par exemple, qui avait 4 millions de systèmes de climatisation. Puis il voulait inventer un nouveau modèle. Donc, il faisait l'entretien de ces systèmes de climatisation industriels. Puis, il a décidé de partir un nouveau modèle d'affaires, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre une unité d'air climatisé et une garantie, il y avait cette compagnie-là a 1200 techniciens. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vendre un concept de climatisation à la demande. Donc, vous payez pour 22 degrés, 365 jours par année. La société va acheter l'électricité, devient donc un consommateur d'électricité, puis il va vous fournir le système, puis donc ils vont s'arranger pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est un nouveau modèle d'affaires. C'est une façon de valoriser. Du côté industriel, donc, vous avez beaucoup des scénarios de réduction de coûts, d'augmentation de productivité par l'automatisation avancée là, de l'industrie 4.0. Des exemples d'industrie 4.0. GE a déjà transformé 75 de ses usines, de ses 530 usines à l'intérieur de son programme de Brilliant Factory. Airbus également, puis Denso, ce sont deux entreprises là, qui investissent de façon massive donc pour automatiser, augmenter la productivité, puis ça leur permet également de créer des nouveaux produits plus rapidement. Du côté mon Dieu, là, on ne voit pas grand-chose, mais du côté des produits connectés, là, je voulais juste mentionner qu'il y avait toute une hiérarchie ou une évolution des systèmes. Ça part du système connecté simple au système des systèmes. Donc, il y a des nouveaux produits qui vont exister. On peut donner un exemple de Fitbit là, qui vont pouvoir faire des événements
où les Fitbit vont pouvoir se parler entre eux, les éléments sportifs d'équipe, par exemple. Donc, ça, en ce moment, ça veut dire que les systèmes vont être connectés ensemble, puis ça crée une nouvelle valeur pour le produit. Tous les scénarios de SCP, c'est Smart Connected Product, tous les scénarios que j'ai encerclés, c'est des scénarios qui demandent le traitement de données, donc de quantité de données phénoménales. Donc, c'est une tendance importante là, du marché. Comme on disait il y a quelques instants, on est un petit peu en retard, mais en même temps, on a des sociétés innovatrices là, comme Ears ou d'autres sociétés qui profitent de ce phénomène-là. Les quantités de données sont phénoménales. On parle d'exabytes. Donc, on est passé de 2 exabytes là, en 1980 et quelques à, on parle de plusieurs centaines d'exabytes. Un exabyte, c'est 1 milliard de gigabytes ou 1 million de terabytes, là. Donc, une voiture connectée va émettre à peu près 20 gigabytes de données à l'heure. Il y a un besoin énorme du côté de l'industrie électronique pour stocker et communiquer ces données-là. C'est un enjeu important. Donc, en ce moment, il n'y a pas assez d'unités de stockage dans le monde pour les stocker, puis il n'y a pas assez de capacité de traitement pour communiquer cette information-là. Donc, c'est un enjeu pour ceux qui sont en télécom. La moitié des données connectées vont venir du transport intelligent, donc des smart, des connected cars puis des véhicules intelligents. Donc, c'est l'industrie IoT est très, très portée vers le transport intelligent. C'est ça qui drive l'industrie. Puis on profite, tout le monde va profiter des investissements dans le secteur automobile de façon importante. Il y a 2 scénarios qui existent. Donc, en valorisation, vous pouvez essayer de valoriser vos données en diminuant vos coûts ou vous pouvez essayer d'augmenter vos revenus. Généralement, il ne faut pas faire les 2 en même temps. Les nouveaux produits, ce sont les nouveaux services, puis la vente de données, ce sont 2 exemples d'augmentation de revenus. Puis l'augmentation de la productivité, donc en industrie 4.0, c'est un exemple concret aussi. Comment vous pouvez valoriser vos données? Vous pouvez vendre vos données. Vous pouvez vendre vos données à un broker. Vous pouvez augmenter vos revenus, comme j'ai dit, pour diminuer vos coûts. Je vais passer à quelques exemples, là, parce qu'il ne reste pas grand temps. Juste mentionner que les acteurs du côté de la valorisation, ça peut être des clients, ça peut être aussi des brokers qui vont acheter vos données. Donc, des sociétés qui commencent à transiger dans ce domaine-là. Puis les brokers sont aussi des clients. Il me reste quelques minutes, hein, je vais juste donner des exemples. Donc, dans le secteur des transports intelligents, vous avez AirSage qui a fait des ententes avec des compagnies de télécommunications. En ce moment, ils vendent environ 15 milliards de données par jour. Puis ils sont capables ils vendent dans le fond, ça c'est un exemple à droite, c'est un tracé qu'un usager a fait. Donc, ils vendent le tracé anonymisé, donc on n'est pas capable de vous identifier, mais ils savent que vous êtes un humain qui a fait ce trajet-là, donc ils vendent des milliards de trajets comme ça à tous les jours. LinkedIn a été vendu pour 26 milliards, donc 8 fois les revenus. LinkedIn est essentiellement une compagnie qui a des données. Ils n'ont pas d'application, mais ils ont surtout des données. Puis vous avez des sociétés comme eBureau qui vont faire l'analytique de crédit, donc ils vont revendre des données transformées avec évidemment beaucoup de profit. Dans le domaine des smart grids, il va y avoir les compteurs intelligents. Donc, les nouvelles réglementations aux États-Unis font en sorte que ce sont les propriétaires de maisons, les utilisateurs de ces compteurs-là qui sont propriétaires des données, qui peuvent avoir accès aux données puis les revendre. Donc, il y a un marché de ces données-là qui va se créer. Il y a beaucoup de considérations, donc des considérations éthiques et légales. Donc, les données, faut être clair à qui appartiennent les données. L'exemple, c'est en ce moment, Waze a changé sa politique de confidentialité ou de propriété des données. Donc, Waze, vous donnez vos données à Waze en utilisant l'application. Waze va commercialiser, va vendre ces données-là sans vous demander la permission.
données brutes versus transformées. Donc, il y a une valeur dans la donnée brute, mais il y a aussi une plus grande valeur, évidemment, dans la donnée transformée, dans l'application de ces données-là. Puis, ça prend une certaine maturité des organisations pour être capable de traiter ces données-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'ai une démo de quelques secondes, là, si vous voulez, ou j'ai des questions, une période de questions. François, si tu peux faire la démo, je pense que ça serait très bien parce que c'est assez percutant. Donc là, je vais montrer une démo de réalité augmentée. C'est un scénario d'Internet des objets. Ça permet dans une application de Smart Connected Product, de visualiser un objet, on appelle ça donc un jumeau numérique ou un digital twin, puis d'être capable de faire des scénarios soit de maintenance à distance ou de formation, par exemple, de ces données-là. Donc là, c'est un scénario où on a un moteur, puis on va être capable de... Il ne veut pas me... Et voilà. Donc, je vois le moteur à distance, puis je peux... évidemment, là, dans ce scénario-là, j'aurai des senseurs sur le moteur, puis le système va me surimposer les données de ces senseurs-là sans que j'aie besoin d'avoir les cadrans en avant de moi. Puis là, je peux voir, dans ce scénario-là, je peux rentrer dans le moteur, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Puis je peux également avoir des instructions de maintenance qui vont m'apparaître ou du diagnostic à distance, par exemple. Donc, je suis pas obligé d'être à côté du moteur. Fait que ces scénarios-là, on va les voir dans les moteurs d'avion, par exemple. Là, on n'est pas obligé d'être dans le moteur d'avion puis pour être capable d'aider au niveau de l'entretien du moteur. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je suis sûr que vous avez des questions. Je veux dire, c'était quand même très passionnant, là. Oui. La fiabilité de tous ces senseurs-là, c'est diagnostic à distance. Donc, il y a quelques années, capter un signal puis le traiter, c'est environ 2000 $ le signal en usine. Maintenant, avec des capteurs, ces capteurs-là, on parle de quelques dizaines de dollars. Fait que ce qu'on va faire, c'est effectivement, c'est moins fiable, mais on va les doubler, on va les tripler. Quand ils vont casser, on va les jeter puis les remplacer. Donc, ça crée vraiment une transformation de la façon d'être traités. Là, on va avoir plus de problématiques, c'est les scénarios d'urgence ou les scénarios qui sont hardware, c'est comme les boutons d'urgence, évidemment, mais là, il y a une question là, de fiabilité. Donc, il faut analyser la fiabilité du scénario. Si vous avez besoin de faire la télémétrie, mais de doubler ou de tripler les capteurs, ça peut être intéressant aussi. Est-ce que ça... Oui? On va prendre une dernière question pour Monsieur, question de une question. transition. Je vais y aller. Nous, on a commencé en 2013 à développer notre projet, puis on le commercialise depuis 2015. Puis on fait une deuxième, une troisième visite chez les clients, puis on commence à avoir des projets réels en 2017. Donc la réponse c'est oui. C'est pas nécessairement des projets qui se font facilement parce que ça prend des données pour être capable de faire ça. Fait qu'il faut que la société ait pris soin de ces données. On a une maturité au niveau du traitement des données. Juste une dernière question, s'il vous plaît. Je reviens sur le trajet, en fait, de ce que je sais. Par exemple, Google, pour nous donner un trajet, utilise des données des cellulaires, des cellulaires des gens, enfin. Ma question, est-ce qu'il a l'autorisation de faire ça? Il a l'autorisation parce que vous lui donnez l'autorisation en utilisant Waze ou Google Maps.
vous donnez l'autorisation à Google de faire ça. Ensuite, Google a des ententes avec les municipalités pour utiliser les données des municipalités, a des ententes avec les sociétés de télécom comme Ericsson et autres pour utiliser leurs données. Donc, ces sociétés-là vont vendre leurs données. C'est pas gratuit, là, ils vont vendre leurs données. Ils vont vendre vos données à cette entreprise-là. Et lui, il gagne, dans quoi il gagne, Google, de nous donner ces infos ou d'acheter surtout les données? Mais Google gagne, vous utilisez les applications de Google. Oui. Google vous suit. Google revend vos données à des vendeurs de voitures, des vendeurs de télévision. Donc, par la publicité, mais aussi juste par la revente de données pour qu'on vous connaisse mieux. Sébastien, un dernier mot. Let's oui, go. Juste une dernière question. Moi, ce qui m'intrigue, c'est dans des solutions comme celle-là, où est-ce que, bon, il y a les services qu'on peut mettre dans le cloud, il y a les données qu'on peut mettre dans le cloud, il y a les softwares, les applications spécifiques à votre entreprise qu'on peut mettre dans le cloud. Par exemple, pour votre contexte à vous, quelle est l'approche que vous avez prise? À quel point vous gérez vos choses vous-même versus vous mettez vos données dans le cloud versus vous mettez vos services dans le cloud, vos applications? Donc, c'est quoi l'approche particulière, mettons, que vous avez par rapport à vos projets? Bon, nous, on va voir les deux types de clients. Dans le passé, on voyait beaucoup les clients nous dire qu'ils ne voulaient pas aller dans le cloud, qu'ils voulaient traiter les données. Il y avait déjà des centres de données importants. Devant la quantité massive de données puis la facilité d'utilisation du cloud, on voit un mouvement rapide vers le cloud. Donc, les clients qui nous disaient « on n'ira jamais, jamais, jamais et jamais dans le cloud », la plupart de ces clients-là ont acheté des applications cloud, sont déjà dans le cloud. Donc, la réticence qu'il y avait par les TI de ces organisations-là a été comme bafouée par les utilisateurs d'affaires qui ont décidé d'acheter des applications cloud là, de toutes sortes. Donc, ce qui fait la différence, c'est la quantité de données à traiter. Pour monter une infrastructure comme Google, Amazon ou Microsoft, ouais. Mais ça prend $1 milliard pour un data center. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se permettre de ne pas utiliser cloud. Donc, il y a peu de développement à l'interne, c'est plus de l'intégration de services déjà existants qu'il faut commencer à... Exactement, il y a une accélération du déploiement de ces services-là, de la revente. Donc, une application moderne, c'est un ensemble de services connectés.